retour sur ce plateau de l'autre journal. Nous allons aborder avec la deuxième partie le nouveau gouvernement qui a été formé la semaine dernière. Ferdinand, nous tournons vers vous. Sans rentrer dans une analyse de fond, quel regard portez-vous sur cette nouvelle équipe? Mais je pense que c'est un gouvernement qui se recentre sur les intimes, si je peux parler ainsi. Il y a eu beaucoup de femmes qui ont été promues. Les femmes sont contentes. Je ne sais pas véritablement si c'est la promotion de la femme, c'est autre chose. Il y a un débat qui est là dans l'opinion, sur la toile. Tout le monde dit oui, c'est des femmes. Oui, nous sommes tous pour la promotion de la femme. Nous sommes tous pour que nos sœurs prennent plus de responsabilités dans la société, parce que là où il y a les femmes, il y a beaucoup d'apaisement, les choses évoluent et tout. Mais les femmes qui ont déjà montré dans l'exercice du pouvoir qu'elles sont des calamités, lorsqu'on leur donne plus de grades, ça ne doit pas être pour nous une source de satisfaction. Et moi je pense que ce gouvernement dans son ensemble nous donne des analyses sur deux points. D'abord, Faure Gnassingbé veut se débarrasser de la vieille garde pour concentrer le pouvoir dans ses mains à travers la gente féminine, une grande partie des femmes qu'il a promues, qui lui sont totalement soumises. En plus de quelques jeunes loups, des universitaires en quête de postes ministériels, même à n'importe quel prix. Des gens qui, à un moment donné, ne connaissent même plus leur valeur. Ils pensent que c'est quand on t'appelle ministre que tu es important dans la société. Et donc ces gens-là, ils acceptent aller au service du régime, même si on les dégrade en leur donnant des ministères sans importance, ils sont contents. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il en a profité pour concentrer le pouvoir dans ses mains. L'un ne va pas sans l'autre. Si vous faites bien l'analyse du régime aujourd'hui, du gouvernement aujourd'hui, on a rattaché beaucoup de responsabilités à la présidence. Par exemple, lorsqu'on saute quelqu'un comme Bidamon, je ne sais pas ce qu'il a eu à commettre. Bon, mais voilà quelqu'un qui était aussi dans le système depuis, qui bouffait depuis, qui a des milliards. Alors, on l'éjecte, je peux dire brutalement, du ministère des Mines, alors que les gens pensaient qu'il était encore parmi les gens qui étaient dans les bonnes grâces. Et on rattache le ministère des Mines et de l'énergie à la présidence. On met une jeune dame, une jeune fille là-bas. Bon, on a fait son CV, on dit qu'elle est brillante et tout, mais je pense qu'elle va juste jouer un rôle de secrétaire là-bas. Le vrai ministre même serait Faure Gnassingbé. Certainement qu'il s'est passé quelque chose pour qu'on puisse rattacher le ministère des Mines à la présidence. Mais en même temps, il faut voir que c'est une volonté de Faure Gnassingbé de couper les réseaux de Barké. Parce qu'en fait, celui qui pèse sur l'énergie et les mines depuis 40 ans au Togo a pour nom Barké. Dans le pétrole gate, je peux vous le dire, derrière c'est lui. Et donc, en rattachant le ministère à la présidence, après avoir envoyé Barké à la chancellerie, qui est plus ou moins un garage, et donc il reprend ce secteur-là. De la même manière, on a amputé le plan, je ne sais pas, le ministère du plan qu'on a rattaché à la présidence, on a amputé le ministère, on a amputé du ministère des Affaires étrangères la coopération, je crois, qu'on a rattaché à la présidence. On a amputé des gens comme Bahara s'attendaient à avoir des ministères plus importants par rapport au rôle qu'ils ont joué, mais on les a gardés à la fonction publique. Et donc, quand vous analysez tout ça, vous verrez même que même pour les ministères des Travaux publics et Transports, on a disséqué ça. On a donné transport et routier, transport routier, aérien, ferroviaire. Encore que il n'y a pas de rails dans ce pays, ce que les Allemands ont laissé, on a coupé tout ça pour vendre Kapogbele. Donc je ne sais pas ce que lui va faire. On lui a donné aérien. Qui est contre la sortie pour ça parle pas vraiment la table. Et puis transport routier.
bon, je ne sais pas si c'est parce que bon, le père d'Acha était un transporteur qu'on a dit, bon, va là-bas et pour gérer tout ça. Et donc, et puis on a amputé une partie importante qu'on a donnée à l'économie maritime, parce que celui qui a eu l'économie maritime, la pêche et, comment on appelle ça, la lutte contre l'érosion côtière, va prendre le port. En réalité, quand ils vont redéfinir les prérogatives, on lui remettra le port. Surtout que la personne vient du domaine portuaire. Et donc, quand vous voyez comment on a saucissonné les choses, et on a coupé, collé, et tout ça, vous verrez que, au bout du compte, c'est comme un jeu de dames. Fort est autour de la table, il bouge les pions, mais il concentre lui-même tous les pouvoirs dans ses mains. Donc, du coup, il n'a plus de personne à qui il sera redevable. Tu comprends? Les gens, les anciens barons qui sont devenus conseillers, quand tu es conseiller à la présidence, si la personne t'écoute, elle ne t'écoute pas, bon, tu viens, tu ferais dans ton bureau, tu retournes à la maison. Donc, la génération moins âgée des barons de son père, qui sont les classous, qui sont autour de la soixantaine et tout ça, qui était encore un poids sur son dos, il les a mis dehors. Il les a mis dehors, donc il a commencé le nettoyage depuis l'Assemblée nationale, en mettant des gens totalement acquis à lui, tout ça, c'est le chef et tout, les femmes, tout ça. Et puis maintenant dans le gouvernement, il a remis un couvert et c'est lui qui contrôle tout le pouvoir. Alors ça nous renvoie à quoi? Ça nous renvoie à quelqu'un qui, disons, est traqué dans son propre camp, qui n'a plus confiance à personne, à part lui-même, les femmes avec qui il a des liens, et quelques amis très proches. C'est ça que c'est l'image, c'est comme ça qu'il faut interpréter ce gouvernement. Ça veut dire que dans son propre camp, il est totalement isolé. Bon, il est totalement isolé, mais il essaie de se battre avec ces nouveaux Amazones ou les nouvelles Amazones pour voir si elles peuvent réussir là où les gens qui lui ont créé des problèmes ont échoué. Alors, quelles conséquences peuvent sortir de cette histoire-là? Les barons du régime RPT et ceux du NIR, parce qu'il y a eu aussi de nouveaux barons du NIR qu'on a écartés, étant des gens nuisibles et ayant des moyens, on peut assister dans le pays à des phénomènes, à du désordre provoqués par les gens de l'intérieur pour mettre les bâtons dans les roues de ceux qui sont là actuellement. Alors, pour finir, avant de passer la parole à Joël, je ne sais pas en quoi un ministre qui a fait 10 ans au gouvernement peut être encore efficace. Soyons sérieux. Parce que quelqu'un qui a fait 10 ans au même poste, il n'a plus d'initiative. Il gère la routine. Il est dans la routine. Donc, il y a des gens qui ont fait 10 ans. Le premier ministre même a fait 12 ans avec un parcours assez calamiteux. Quand vous prenez la loi des finances là, prenez la loi des finances depuis 2008, vous allez voir comment le ministère de Mme Tomega, comment dans la loi des finances, son ministère, le budget de son ministère est devenu exponentiel. Chaque année, on en rajoute, mais on ne sait pas ce qu'elle a fait avec ça. Quand on le dit, les gens pensent qu'on est contre. C'est un constat, c'est une réalité. C'est son entourage qui a profité pour s'enrichir elle-même. Si on se met aujourd'hui à décortiquer le réseau Tomega, autour de cette table-là, vous allez voir ce qu'on va dire. Tout l'argent qu'on a voté pour les FNFI, toutes ces histoires-là, on a conçu des marchés qui sont dans les brousses que personne n'occupe. Mais les gens de son entourage, mais elle a tout. Elle a créé son monde. Quand on construit les marchés, ce sont ses proches qui livraient le matériel de construction. Conséquent, ces proches-là sont devenus très, très riches. Elle a une société de gardiennage qu'elle utilise pour mettre les gardiens partout, dans tous les projets de FNFI, ANADEP, tout ça. Et ces gens-là sont payés, surfacturés à l'État. Elle a des groupes, comme elle-même, elle a fait City Star, elle a des groupes avec ses beaux-fils qui font des artistes, qui prennent les concerts. Mais il y a plein de choses. Donc, si on se met à parler de ça, les gens vont dire non, que vous êtes contre les femmes, vous êtes méchants, on a nommé une femme, tout ça. Non, son bilan parle de lui-même. Et donc, moi, je ne vois pas, franchement, quel miracle des gens qui ont fait 10 ans au gouvernement
et qui n'ont rien produit peuvent faire aujourd'hui. Vous avez appris que Togo, les gens de Togo, quand veut faire grève, non? Vendredi. Voilà, qui est là-bas? Sinon, Oui. qu'est-ce qu'elle ne nous a pas vendu ici? La Tanti. Ouais, la Tanti nationale, qu'est-ce qu'elle ne nous a pas vendu ici? Elle est au gouvernement depuis 2010, elle nous a vendu quoi? Dans son ministère, il n'y a plus personne à part elle et ses amis blancs. Elle a chassé les anciens, les directeurs de cabinet, les chefs de cabinet, elle a mis tout le monde dehors. Elle fait ce qu'elle veut de son ministère, personne ne dit rien. Et donc, on ne peut pas gérer un pays comme ça. Donc, nous, on est bien obligé de le dire. Les gens ne seront pas contents, mais écoutez, nous on ne le dit pas pour faire plaisir aux gens. On fait un diagnostic de la gouvernance, nous sommes des journalistes. On n'est pas des griots pour nous mettre en transe parce qu'on a nommé une femme Premier ministre ou bien on a nommé des femmes ministres. Ces femmes-là, il faut voir leur parcours pour savoir si elles méritent ces postes-là. Et les femmes qui les défendent sur les réseaux, là, il faut voir aussi si ce sont des femmes qui sont foyées. Parce que j'ai l'impression que tous ceux qui se ressemblent s'assemblent dans cette histoire-là. Parce que la société togolaise est devenue tellement pervertie que la normale est devenue la norme pour certaines personnes. Merci beaucoup, Ferdinand. Ferdinand vient de lancer le pavé. Ça fait marrer, mais je crois que toutes les nations, la qualité de la gouvernance, la qualité de la démocratie, de la gouvernance, dépend de la culture, du niveau de culture. Vous ne vous demandez pas pourquoi est-ce que dans les pays scandinaves, ça y est, c'est les pays où il y a les meilleures démocraties. Il y a les meilleures démocraties, il y a les meilleures valeurs. Les femmes c'est les femmes qui sont toujours à la tête. C'est les femmes qui sont toujours à la tête. Premier ministre, président de la République. Oui, mais et quand tu vois. Et ce sont des femmes de valeur. Excuse-moi, mais quand tu vas te demander comment ces femmes négocient leur quotidien dans leur famille. C'est ça. Il faut demander comment ces femmes négocient leur quotidien et quelles ont été les cultures. Nous, pourquoi je dis, mais il faut qu'on se retrouve. Qui sommes-nous? Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui pour pouvoir faire marche arrière? Mais où est notre culture? Aujourd'hui, mais la culture, c'est la femme court derrière les attraits de la vie, les titres, les postes, les valeurs. C'est-à-dire qu'en quoi on reconnaît une femme, une bâtisseuse de la nation? La nation se bâtit depuis la maison. Bien sûr. La nation se bâtit depuis la maison. Mais quand vous faites aujourd'hui l'évaluation, vous prenez tous ceux qui sont aux affaires. Moi, je veux pas. C'est quoi leur foyer? Elles sont où? Elles sont où? C'est bon. Mais donc, quand rien que ça, tu échoues, c'est-à-dire que tu es hémiplégique de ce côté, mais c'est la porte ouverte à tout. Donc, quand tu confies les affaires de l'État, mais qu'est-ce que tu vas faire? Alors, mais maintenant, parlons de... Ferdinand avait dit, quand les gens font 10 ans, moi, quand je reprends les différentes nominations qui ont été faites, vous prenez même le Premier ministre. Quelqu'un qui est venu avec Humbo, mais n'a pas eu la capacité de repartir. Parce que Humbo, bien rodé, assez huilé avec sa compétence, les principes auxquels il tient, il dit non, moi je ne peux pas tenir, je m'en vais. Mais Madame Tomega est restée, mais elle a fait un alliage, elle a réussi un alliage parfait avec le système. Au point que... Entre parenthèses, pour apporter de l'eau à tout le monde, une troisième, Dédé Ahouefa, oui, qui était à la présidence, qui faisait tout au cabinet de la présidence. C'est elle qui faisait en fait tout, les projets, tout ça. Voilà. Oui, elle aussi elle est partie. Elle est partie. Elle est repartie. Oui, elle est repartie. Et le seul qui est resté, c'est Madame Tomega. Mais on a une fois parlé, mais elle avait un portefeuille qui était presque la moitié du gouvernement. C'est clair. Qui était presque la moitié du gouvernement. Un ministère qui ce portefeuille, comme son patron Hugo le disait, si on lui laissait vraiment les coups de France, en 6 mois, elle allait changer le Togo. Elle a fait 12 ans, elle n'a pas pu changer. Pourtant, elle était proche du chef de l'État. Oui. Alors, cette personne, 2-3 ans plus tôt, Faure Gnassingbé a commencé par la déposséder de plein de choses. FNFI, on lui a arraché FNFI, on a amené Rekia Madougou pour lui arracher la communication. Elle partageait presque le rôle de directrice de cabinet avec Rekia Madougou, etc. On a commencé par la dépiécer petit à petit. Et patatras, on la nomme Premier ministre. Soit c'est pour l'amener sur la sortie. Elle cherchait le poste d'ailleurs pour l'honneur. Voilà, elle le cherchait depuis. Non, puisque le poste, c'est depuis 2015 que nous avons annoncé qu'elle était sur la liste, sur la liste restreinte de trucs là, mais comme les classiques ont fait leur forcing. Et puis précisons qu'au Togo, là, poste de Premier ministre, là, c'est le premier des ministres. Ça n'a aucune... C'est clair. C'est raison pour laquelle moi je dis, soit c'est une porte de sortie, Faure Gnassingbé qui a toujours
un plan B, même des plans jusqu'à Z, contre tous ces collaborateurs. Tous ces collaborateurs, c'est à quoi ils jouent. C'est clair. Peut-être Dogbe va prendre, parce que quand vous prenez Dogbe, mais il y a aujourd'hui la galaxie Dogbe qui est devenue également assez puissante. Exactement. Que les gens n'ont pas le courage d'identifier. Quand vous voyez dans le gouvernement, Dogbe a ses ministres, ça veut dire que c'est des gens qui lui sont redevables. Et pour quelqu'un qui a des visions déjà, parce que ce gouvernement, l'a formé avec une vision sur 5 ans, d'ici 2015, d'ici 2025. Parce que c'est que d'ici 2025, il n'y a pas d'enjeu électoral. Et ça, je veux revenir là-dessus. Donc, quand quelqu'un qui a une vision sur 2025, il sait très bien tout ce qui peut le faire accro, comme également, il peut faire de Dogbe un plan, c'est-à-dire un plan Medvedev. Il peut également faire de Dogbe un plan Medvedev, ce n'est pas exclu. Et donc, moi je dis, mais ceux-là qui veulent conclure, il faut le voir. C'est Ferdinand qui a l'habitude de dire, il sait là où il va. Il faut l'analyser en pile et en face. Il faut l'analyser en pile et en face. Il sait à quoi il joue. Il y a, vous croyez que Paul ne sait pas, ne connaît pas cette galaxie Dogbe qui s'étend même jusque dans la corporation, etc. Mais il le sait. Soit il laisse faire parce qu'il sait que ça va le profiter, ou alors à un moment donné, il leur coupe tout et redescendait tout le monde, comme l'autre le dit, feu Tchatibara, terminus tout le monde. Terminus tout le monde descend. Alors l'autre cas, c'est celui qui se dit aujourd'hui rescapé. On comprend pourquoi il s'est époumoné à rivaliser de mots en termes de gratitude à l'endroit du chef de l'État. Je parle de Payadoua Boukwesi. Payadoua Boukwesi, vous voyez, ce qui est juteux, ce qui est essentiel dans son portefeuille, ils l'ont intégré. Qu'on l'a pris. Voilà. Pour le continuer. En fait, ils ont fait semblant de lui donner. Il fait partie de la vieille garde. Il fait partie des extrémistes d'ailleurs. C'est particulièrement Payadoua Boukwesi qui a refusé qu'on octroie à la diaspora le droit de vote. Et dans cette histoire-là, il y a eu des arbitrages entre eux dans le gouvernement avec Doucet, tout ça, ils se sont bagarrés. Et vous voyez très bien que on a fait semblant de lui donner un grade en disant il est ministre d'État, mais on l'a dépouillé de l'essentiel de son ministère en donnant ça à M. Djeba qui vient du cabinet. Qui est un des plus sûrs du chef de l'État. C'est-à-dire un catholique totalement dans l'âme, il doit être même dans le carnet de la maman nationale, de maman Sabine. Parce que tel que le monsieur est très fervent, et donc ça doit être une recommandation des sectes des plus proches. Oui, parce que voilà un monsieur qui ne fera jamais ombrage. Or, Boukwesi, on a eu dire que de ces djinns, l'on dit qu'il pourrait devenir chef de l'État. Bon, Ford ne va pas rester indifférence là. Tu peux tout chercher sauf son fauteuil. Alors voilà Boukwesi qui est également vers la porte de sortie. Lui-même il le sait. Il sait très bien comment le système fonctionne. Plus il t'augmente en grade, il veut te dégager. Donc il le sait. Et maintenant quand vous revenez avec tous ces jeunes-là qu'on a mis autour du chef de l'État, ça veut dire que ne faut pas se leurrer. Peut-être d'ici 2025, il faut remettre en selle un de ces barons parce qu'il sait très bien qu'ils sont des métayers électoraux. En 18 mois, ce gouvernement fera peut-être 18 mois ou plus 2 ans, et puis après ils vont faire un chamboulement. Ils vont faire un chamboulement pour remettre en selle. Certains seront la sortie. Ceux qui sont, c'est que les barons sont aujourd'hui devenus des kamikazes, eux ils n'ont plus rien à perdre. Quand il leur dit mission électorale, faites tout pour me rapporter la victoire. Eux, ils sont devenus, ça dit que le petit, leur fils, les a transformés aujourd'hui en des métayers dans son champ. On entend les gens comme Charles Kondi Agba parler sur les radios, on a envie de dire. Voilà. Si l'âge rime avec la sagesse. il leur a dépouillé de tout ce qu'il peut avoir. Ils n'ont plus de contenu devant lui. Ce sont des jouets pour lui. Et donc, il est là, il les met au garage. Il sait que bon, c'est des gens qui sont habitués. Ils n'ont pas l'habitude d'aller payer le pétrole. Le carburant au guichet, ils vivent, ça veut dire qu'ils vivent entièrement sur le dos de l'État. Donc ils vont aligner encore des privilèges, etc. Et puis ils vont se mettre au travail, ils vont faire tout pour... autant dans l'armée, on va revenir sur le cas de l'armée. Et donc, ces jeunes-là, en fait, pourquoi le chef de l'État, moi, je me dis, il les a mis là pour qu'ils conquièrent d'autres espaces électoraux. Quand vous voyez, c'est le tanguay qu'on a pris du port, tu étais
à des millions. À des millions. Un poste que tout jeune Togolais, tout cadre doit envier. Tu acceptes de revenir dans le gouvernement juste pour être appelé ministre. Mais Kokoroko, c'est notre cas. Il accepte de venir prendre le ministère pour lequel on n'a pas trouvé de preneur pendant 2 mois avant que Acha le quitte et Togocel pour qu'on le lui attribue. Donc quand vous les voyez tous, en fait leur mission, parce que Kokoroko s'est déjà mis sur le terrain politique en créant des associations dans le cloto là, etc. Le Bonvier, le Ponga. Voilà. Et donc on a dit que eux, leur rôle, c'est de créer un nouveau électorat pour faire signer. Leur rôle, c'est ça. Ça lui leur donne un peu de moyens. Vous allez appeler sur le terrain de créer étendre son électorat. Ok, d'accord. Parce qu'il ne sait jamais. Parce qu'il sait très bien que plus on va dans les élections, ça lui sera plus difficile de gagner dans les urnes. Donc il veut d'abord s'assurer cela. Et également, n'oubliez pas que ce sont des premiers ministres en puissance. Après Dogbe. Peut-être c'est un stage de formation pour les faire voir comment gérer les affaires de l'État, etc. Et comme Ferdinand le dit, peut-être dans 2 ans, 3 ans, on dira ok, Dogbe, bon merci. Ta galaxie, elle devient trop influente, elle les dégage. Et on prend quelqu'un d'entre eux pour en faire Premier ministre et il reloute, ça veut dire qu'il met du sang neuf et il se moque de tout le monde. Mais bon, seulement qu'ils ne sont pas totalement des journalistes parce que nous on est là, on est lié à personne, on est libre pour analyser et pour. Je voulais répondre. Merci Joël, oui Ferdinand. Par rapport aux universitaires, dans ce gouvernement, on en trouve au moins 4 ou 5, non, voire même plus, 6. dont au moins 3 juristes qui viennent de Poitiers. Ouais, je salue les amis de Poitiers parce que bon, je connais de bons juristes qui sont sortis de Poitiers, qui réussissent tranquillement leur vie dans les organisations internationales, des gens respectables. Alors, parmi ces juristes de Poitiers qui nous ont vendu la non-rétroactivité de la loi ici, pour nous justifier le 3e mandat et toutes les conneries qu'on a entendues ici, vous avez Trimois, vous avez Kokoroko et vous avez un disciple de Kokoroko, Aïwata, qui n'est pas tout le temps visible, mais qui était derrière. Bon, comme son nom le dit, lui, il est un peu... c'est ça. Et donc, vous voyez, ces gens-là, plus le professeur Iou, qui a connu des déboires ici, au SRI, où il était gardé pendant 3 jours dans une affaire de notes trafiquées, où nous avons toute la presse, on s'est mis en transe ici pour le soutenir parce que c'était un professeur d'université, on s'est dit, bon, il était sous le coup d'une injustice, parce que lui et Kokoroko ne s'entendaient pas. Depuis qu'on l'a coopté pour gérer la pandémie, son langage aussi a changé. Il a commencé par devenir, voilà, bon, il cherchait quelque chose, il a eu. Et donc, vous prenez tous ces gens-là, et vous vous rendez compte que nous sommes au cœur de ce que Pascal Boniface, qui est le responsable de l'Institut de recherche international en France, IRIS, appelle les intellectuels faussaires. Vous comprenez? Les intellectuels faussaires, des gens qui mettent leur intelligence au service des causes perdues. Comment? Et ils se laissent manipuler par des gens. Je vais vous donner un exemple précis. Quelqu'un comme Kokoroko, président de l'université, où il avait plus de prestige, il avait plus de prestance. On le prend. Comme il avait déjà des déboires avec le CAMES, on ne pouvait pas le nommer ministre de l'enseignement supérieur. Parce que si on le nomme ministre de l'enseignement supérieur, il va aller siéger au CAMES, aux réunions du CAMES. Il a déjà des problèmes là-bas. Et le problème qu'il a là-bas, c'est le régime le tient par ces problèmes-là. Vous voyez? Parce que ces gens tiennent quelqu'un toujours par quelque chose. On le tient avec ce problème-là. Alors, et lui, il est rentré sur le terrain politique, comme Joël a dit. C'est eux qui ont fait les meetings à Palimé avec Koda, ils ont défini les termes Ponga, Ponvi, que bon, le... Et cela est indigné tellement de jeunes. Le Ponga... Parce que jusqu'à Kokoroko était les hommes pour eux. Que c'est les hommes de réussite. Tout à fait. Il a glissé sur le terrain. Le Ponga les a envoyés, eux, les Ponvi, pour venir parler à leurs frères du village, parce que bon, le Ponga veut développer le pays, machin, tout ça. Donc, ils n'ont qu'à envoyer leur doléance au Ponvi, ils vont les transmettre au Ponga. Donc, ces gens-là, ils avaient des ambitions. Il voulait être Premier ministre ou ministre de la Défense. Alors, comme c'est pas qu'il est déjà sur le terrain politique et qu'il n'a aucun poids, et le système le tient, on lui a donné un ministère dévalorisant. Mais comme il est déjà dedans, il a été obligé de le prendre. Mais partir de la présidence de l'université pour venir prendre le ministère de l'Éducation et Artisanat. Vous pensez que c'est une... Parce qu'il y a beaucoup d'artisans. Vous pensez que... Les gens pensent que c'est une promotion. Est-ce que les gens pensent que c'est une promotion?
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous amenez votre tête chez le coiffeur, il vous met ce qu'il a envie de vous mettre sur la tête. C'est ça. Et je veux dire, le cas de ce jeune homme, quarantaine, qui est à Maïsk, PDG de Maïsk, il est de même sa promotion. Meilleur de sa promotion, qui est très brillant et qui s'est depuis quelque temps mis dans la politique pour devenir député en entretien ou je ne sais pas quoi. Moi, je vais être DG d'une grosse boîte maritime où je gagne ma vie tranquillement et je vais en sortir pour devenir ministre de quoi? Économie maritime, pêche et région côtière. On ne sait même pas où on va loger son ministère, on ne sait même pas s'il y a les bureaux déjà qui sont pour lui. Et donc voilà comment les gens, parce qu'ils sont omnibulés par le mot ministre. Je veux qu'on dise que je suis ministre. Et ils se laissent ridiculiser. Et ils foutent en l'air leur je ne sais pas, leur carrière. C'est vrai qu'il va se dire, bon, 2 ans après, si on me sort du gouvernement, je vais retourner là-bas. Mais il y a déjà une tâche qui est là. Il y a déjà, à un moment donné, une césure dans sa carrière. Et donc, voilà comment vous avez des jeunes qui n'ont pas d'ambition pour leur pays, à part le fait qu'en passant dans la rue, qu'on les appelle ministres. Ou en retournant dans le village, qu'on les appelle ministres. Et ils sont contents. Alors que vous savez qu'en Afrique, là, quand on est ministre dans des régimes comme ça, là, c'est la corruption. C'est un certain nombre de choses. Parce que le système anthropo-sociologique, même africain, prédispose des gens à la corruption. Parce que quand vous nommez ministre là, tout le village arrive. Le jour où il y a décès, on amène le faire part, on met votre nom devant. Vous allez donner un peu d'argent. S'il y a concours, les chefs du village viennent chez vous dire, ah, tu as les frères au village, il faut faire tout pour les glisser dans le concours de l'enseignement ou de l'OTR. Tu es obligé de le faire. Et c'est comme ça qu'on cultive la corruption en Afrique, vous voyez. Et donc, je pense que ces jeunes-là, qui ont certes, qu'on appelle-t-on, des compétences, parce qu'on ne peut pas dire quelqu'un comme Kokoroko, tout ce qu'on peut lui reprocher. Hein? On ne peut pas dire qu'il n'est pas compétent. Celui qui est à Maïsk, on ne peut pas dire qu'il n'est pas compétent. L'ami de Kokoroko à Iwada, on ne peut pas dire qu'il n'est pas compétent. Voilà ces gens qui auraient pu exprimer leurs compétences dans un autre espace où ils vont se mettre plus en valeur parce qu'ils manquent de vision, parce qu'ils sont pressés, ils s'enrôlent dans des aventures de ce genre où à la fin, leur image finit par être totalement écorchée. Et donc, voilà le type de référence que les jeunes ont aujourd'hui. Vous voyez, ah oui, je veux être comme celui-ci parce qu'il est devenu ministre, je veux être celui-ci, il est devenu ministre. Mais sans oublier que dans la vie, Paul Kagame vient de nommer un jeune ministre. Il a 19 ans. Oui, 19 ans. Parce qu'il est un génie d'éthique. On l'a pris pour développer un secteur. Mais comment est-ce qu'on peut prendre un professeur d'université de droit, un professeur de droit, professeur titulaire, président de l'université pour le nommer ministre d'un degré inférieur. Artisanat et je ne sais quoi. Les enseignants ont déjà déterré la hache de guerre pour la rentrée. Ça veut dire qu'il va gérer les problèmes. Donc, mais je suis très estomaqué. Mais bon, c'est le Togo avec nos intellectuels, ce que Pascal Boniface appelle en Afrique les intellectuels faussaires. Je recommande ce livre-là aux gens pour comprendre comment certains intellectuels ont gâché leur vie. Et quand je le dis, je rappelle l'histoire de Diallo Telli. Pour ceux qui n'ont pas lu l'histoire, Diallo Telli, l'un des plus grands, brillants intellectuels africains, qui devait être même le premier secrétaire général africain des Nations Unies, qui, à un moment donné, a décidé de rentrer en Guinée pour servir Sékou Touré. Tout le monde l'a dit non, ne va pas là-bas. Parce que tu es trop, ton étoile scintille trop, on finira par te tuer. Il est allé. Finalement, Sékou Touré a fomenté un complot et on a arrêté Diallo Telli. Il a fini par mourir au camp Boiro après des années de diète noire. Et l'Afrique a perdu un cerveau comme ça. Et donc, les gens ne lisent pas l'histoire pour comprendre que lorsque vous vous mettez au service d'un régime pareil, ces régimes pareils n'ont pas besoin de votre qualité d'intellectuel. Vous êtes des jouets qu'eux utilisent. Parce qu'ils ont besoin de vous pour une mission précise, on vous utilise. Mais quelqu'un m'a dit, il y a un joueur qui m'a dit, mais quand Klassou était ministre des Sports, ou je ne sais quoi là, il a été ministre de la Jeunesse des Sports. Autant de Yadema. Ils avaient fait un détournement dans une affaire de transfert de joueurs, ils ont volé l'argent, on les a appelés 5 heures au lieu de... ils rampaient au sol. Voilà des gens qui se ridiculisent.
Vous voyez? Et donc, je pense que la jeunesse doit réfléchir. Les gens doivent avoir des exemples sur la base des valeurs. Comme on a parlé tout à l'heure des femmes, on parle aussi des intellectuels. Il ne faut pas partir des anti-valeurs. Des gens qui représentent des vraies valeurs, c'est eux qui doivent être nos références plutôt que des gens, hein, même s'ils sont compétents, mais ils font l'immoralité pour gravir l'échelon dans la société. L'immoralité devient pour eux, je ne sais pas, une échelle pour l'alpinisme social. Pour l'alpinisme, effectivement. Voilà, des gens comme ça ne doivent pas être nos références. Vous voyez. Et donc, voilà. Merci messieurs, merci. Nous allons nous arrêter là pour cette seconde partie. Nous allons revenir après. Ouais, c'est vrai.